to us about part 11 of the convention. Okay, you will speak in French. In French. And the next challenge is also that the other speakers stayed within 10 minutes, 10, 12 minutes. Okay, okay. Bonsoir à tous. Mon nom est Hervé Poto de la République démocratique du Congo. L'idée est de dire un mot sur les limites d'opérationnalisation des traitements différenciés dans le contexte de la partie 11 de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. D'entrée des jeux, dans les soucis de garder un fil conducteur qui va nous ramener jusqu'à l'objectif final de notre analyse, c'est-à-dire dégager les limites d'opérationnalisation, en exergue, nous allons nous poser une question. La question est évolutive, celle de savoir, existe-t-il des traitements différenciés dans la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer? Si oui, qu'en est-il des traitements différenciés indiqués dans la partie 11 de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer? Permettent-ils aux États en développement de bénéficier de cette flexibilité? Bien entendu, à ce stade de l'analyse, nous ne sommes pas en mesure de répondre à la question. Pour s'y faire, nous allons premièrement analyser le concept des traitements différenciés en droit international. Ensuite, nous allons essayer de toucher un mot sur les prévisions des traitements différenciés dans le contexte de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, particulièrement dans la partie 11. Et finalement, nous allons essayer d'épingler un point précis. Dans notre cas, ça sera le transfert des technologies pour finalement dégager les traitements différenciés dont il est question dans notre analyse. Très rapidement, nous allons dire un mot sur le concept des traitements différenciés. Qu'en est-il exactement? Vers les années 60, avec la naissance de nouveaux États en droit international, ceux qui venaient d'accéder récemment à l'indépendance, il devenait de plus en plus difficile d'appliquer le concept d'égalité stricto sensu, dans ce sens où ces nouveaux États ne possédaient pas les mêmes capacités que les anciens États. Alors, ayant fait large écho, la communauté internationale, ayant remarqué également cette asymétrie circonstancielle, s'est lancée dans la démarche de flexibiliser les textes internationaux applicables, bien entendu. Ayant fait large écho, cette approche a été reprise justement par la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. L'idée était non seulement d'aider les pays à faible capacité de jouir d'un partage équitable des ressources siégeant dans le fond marin, mais aussi permettre à ces États d'honorer leurs obligations internationales tout en fournissant les efforts proportionnels à leurs capacités. Ceci dit, nous allons maintenant nous poser la première question. Qu'en est-il dans le contexte de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer? Existe-t-il des traitements différenciés? La réponse est bien évidemment oui. D'entrée de jeu, dans le préambule, paragraphe 5, la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer mentionne la mise en place d'un ordre économique équitable et juste, prenant en compte les intérêts et besoins spécifiques des États en développement. Cette approche a été reprise tout au long du corps de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, particulièrement dans la partie 11, bien entendu, à savoir, entre autres, en l'occurrence, l'article 144 sur les transferts des technologies, l'article 148 sur la promotion des activités des fonds marins, l'article 150 sur la protection des économies faibles, pour ne citer que cela. L'approche, une fois de plus, a été reprise par le Tribunal international des droits de la mer lors de sa décision 17 concernant les obligations des États qui patronent les activités dans le fonds marin. En effet, le tribunal, bien qu'il a donné une position claire en disant que les obligations entre États demeurent égales en ce qui concerne les activités de fonds marins, ces derniers rajoutera ensuite en nuançant en disant ceci, je vais citer les libellés. De telles observations n'excluent pas qu'il y ait des règles établissant les obligations directes des États qui patronnent puissent prévoir un traitement différencié, selon qu'ils sont développés ou en développement. Ceci dit, nous pouvons conclure avec pertinence qu'il existe des traitements différenciés dans le contexte de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, particulièrement la partie 11. Nous passons immédiatement à la deuxième question, celle de savoir qu'en est-il exactement des traitements différenciés tels qu'est prévu dans la partie 11 de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. Permettent-ils à ces États de jouir en fait de cette flexibilité de façon efficace? D'entrée de jeu, nous dirons
ces bases juridiques demeurent pertinentes et indispensables pour ces États, dans ce sens où ils permettront à ces derniers d'honorer en fait leurs obligations tout en fournissant des efforts proportionnels à leurs capacités. Sauf que ceci dit, un grand nombre d'insuffisances juridiques fait en sorte que la mise en œuvre de ces traitements différenciés soit assez limitée. Pour s'illustrer, nous allons épingler les cas de transfert des technologies et nous allons nous lancer dans une sorte d'analyse analogique tout en fournissant des arguments et contre-arguments pour dégager justement les limites. La première disposition juridique s'agit bien entendu de l'article 144 alinéa 1 de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer qui donne en fait à l'autorité le pouvoir suffisant en fait de prendre des mesures et de disposer en fait la technologie adéquate aussi bien aux États en développement qu'à l'entreprise avec grand E afin de procéder ou participer aux activités des fonds marins. Sauf que dès que nous reprenons de l'autre côté le corollaire dans l'accord des 94, nous nous rendons compte que l'article 144 a été sensiblement vidé de sa consistance juridique. De facto, le pouvoir de l'autorité a été également amoindri. Ça, c'est le premier point. Le second point, si on sait concerne l'article 5 de l'annexe 3 de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, qui donne en fait une fois de plus à l'autorité un pouvoir assez large afin de prendre des mesures ou de demander en fait aux États développés qui possèdent de la technologie ou aux entreprises d'en disposer ainsi que des informations pour par la suite distribuer cela dans des conditions justes et équitables aux États en développement ainsi qu'à l'entreprise avec grand E. Sauf qu'une fois de plus, quand nous reprenons l'accord des 94, nous nous rendons compte que l'article 5 de l'annexe 3 de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer a été carrément évincé. Et le dernier point, pour dégager une autre limite, il s'agit bien entendu de l'interprétation ou la relation entre les deux instruments juridiques applicables. C'est-à-dire quoi? Alors qu'il existe une sorte de conflit entre les deux instruments juridiques, une disposition juridique de l'accord des 94 a apporté plus d'éléments et a éclairci les points en disant simplement ceci. Les deux instruments doivent être interprétés comme un seul instrument. Sauf qu'en cas de conflit, l'accord des 94 primera sur la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. Ceci dit, nous nous retrouvons dans une situation d'insuffisance juridique qui posera un problème sérieux dans l'implantation du concept de traitement différencié dans le contexte de la partie 11 de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. En guise de conclusion, nous dirons simplement qu'il existe des dispositions juridiques importantes dans la Convention des Nations Unies qui peuvent en fait activer le concept de traitement différencié. Sauf qu'il existe des entorses juridiques sévères qui ne permettent pas une mise en œuvre efficace. Cela dit, il s'avère important que les États coopèrent tout en reprenant et en reconsidérant les concepts de patrimoine commun de l'humanité, qui, par ailleurs, a été considéré par l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer comme un principe immuable. Dans cette logique, il s'avère important de se rappeler de la philosophie de la 3e conférence des Nations Unies sur les droits de la mer. Merci de votre attention. Je vais commencer en français, puis je traduirai ce que j'ai dit. Okay. Merci bien pour votre présentation tout à fait passionnée. Merci. On a eu des discussions très intéressantes. Oui. Et puis, je voudrais vous demander, vous vous focalisez sur cet aspect de égalité, c'est-à-dire comment trouver une solution pour l'inégalité de la situation économique des pays, les différends entre les pays développés et les pays en voie de développement par rapport aux questions des actions minières au fond marin. Okay. Ça y est. Naturellement, tout a changé
avec l'accord de 94. Mais je me demande si ça c'est nécessairement négatif. Peut-être le statut juridique a changé, mais peut-être que ça a changé avec quand même la même intention par rapport à une certaine égalité ultérieure, en tant que tous les États vont bénéficier des activités minières. Alors, si l'accord a bien changé le contenu du système, le but ultérieur, c'est qu'on aura la possibilité de commencer avec les activités minières. Peut-être, économiquement, on a eu raison, même si ça a changé le système juridique. The point of my question was that, yes, the agreement did change the situation. However, perhaps that makes sense in an economical reflection, even though it changes the letter of the Law of the Sea Convention. That's an abbreviated translation. Merci pour la question, très pertinente d'ailleurs. Pour répondre à votre question, j'aimerais avant tout répartir à l'article 136 de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, qui préconise en fait le patrimoine commun de l'humanité comme étoile de fond de la partie 11. Et ensuite, la Convention dégage quelques principes, c'est-à-dire la non-aliénabilité de ressources minières siégeant dans le fond marin. Ensuite, l'usage pacifique et finalement l'utilisation pour le bien commun de l'humanité, pour l'intérêt commun de l'humanité. Et dans cette logique, nous devons nous tenir dans une sorte de parallélisme entre l'accord de 1994 et la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. Nous constatons que l'écart a été largement creusé dans ce sens où nous ne sommes pas limités sur le point de transfert des technologies. Nous avons premièrement essayé d'analyser le point sur le partage en fait, des ressources. Si nous analysons toutes les dispositions juridiques qui parlent des partages des ressources ou de l'intérêt qui sera produit par rapport aux activités des fonds marins, nous nous rendons immédiatement compte qu'il y a une sorte d'ambiguïté, en fait. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair jusqu'en ces moments, tous ces articles n'ont pas été éclairés. Nous partons sur le point des transferts des technologies, c'est pareil. Et quand nous nous rendons sur les transferts, sur le cas de l'article 150 sur la protection des économies faibles, par exemple, je vais donner les cas de mon pays, la République démocratique du Congo, qui est un pays enclavé, 4 fois la France, 80 fois la Belgique, mais qui n'a qu'une ouverture costale de 40 km. À vrai dire, le Congo n'attend pas trop, n'attend pas trop en fait, de l'expansion de la souveraineté dans la mer. Ça, c'est un problème. Et du coup, la République démocratique du Congo pouvait peut-être espérer profiter dans l'exploitation des fonds marins. Sans technologie, ces pays ne peuvent rien. Ils se retrouvent à l'intérieur du continent. En exploitant au niveau national, dans la terre, la République démocratique du Congo, suite à la modification de l'accord de 1994, risque une fois de plus de subir indirectement, bien que ces derniers ne participent pas aux activités des fonds marins. Dans quel sens? La République démocratique du Congo est premier producteur mondial de cobalt. Le cobalt sera une des matières premières qui sera extraite dans le fond marin. Sauf que, une fois que l'exploitation industrielle va débuter, peut-être la surexploitation ou l'exploitation à un niveau donné créera en fait des impacts négatifs à l'économie congolaise. C'est dans ce sens que j'estime personnellement que l'accord de 1994 a apporté des éléments sensiblement des éléments négatifs en ce qui concerne les intérêts de pays en développement. Merci. Je ne sais pas si je puis vous convaincre en fait par rapport à ma réflexion.